Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D, ou plutôt sur BodyPaint aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de BodyPaint. On va revoir un petit peu les outils de base, ceux qu'on utilise pour dessiner dans BodyPaint, c'est-à-dire les brosses, les différents outils de remplissage, de dégradé, ce genre de choses. On va juste regarder à quoi ils servent, qu'est-ce qu'on a à disposition. Pourquoi j'ai refait ce tutoriel? Parce que en fait, on va l'utiliser BodyPaint pour faire les textures sur notre scène de jeu d'escape game, et donc on va être amené à l'utiliser à un moment ou un autre, même si j'utiliserai sans doute d'autres logiciels en plus. Je vais sûrement pas utiliser tant que ça BodyPaint, mais je vais m'en servir un peu, donc je voulais remontrer un petit peu les outils qu'on a. Et pour le moment, BodyPaint n'a pas beaucoup évolué dans les nouvelles versions. Les évolutions qu'il y a eu, c'est que maintenant ça passe par OpenGL pour tout ce qui est affichage. Donc l'affichage est meilleur dans les nouvelles versions. Moi j'ai une vieille version, mais il y a presque rien qu'à changer. Donc l'OpenGL a été amélioré. Ensuite la projection sur les modèles quand on peint, ça a été amélioré aussi, des choses comme ça. Mais sur sur les outils de base, on a toujours à peu près les mêmes choses. Donc tout ce que je vais dire ici devrait être encore valable avec les nouvelles versions, les versions les plus récentes de BodyPaint. Après, la version qui sortira peut-être avec la version 19 de Cinema 4D, ou peut-être les versions suivantes, sera peut-être améliorée, il y aura peut-être des choses en plus. Dans ce cas-là, il faudra voir en fait à se renseigner autrement. Je vais passer sous BodyPaint, mais avant il me faut quand même quelque chose pour peindre dessus. Il me faut une texture, il me faut un modèle en 3D. Alors ce qu'on va faire, on va juste faire un cube, parce que c'est la forme la plus basique, la plus simple. Tout le monde la comprend assez bien. On va faire un cube. Je vais mettre une texture dessus. Alors je vais mettre une texture où je vais mettre que de la couleur, pour simplifier au maximum. Donc je crée une texture, voilà. Et puis je laisse couleur cochée, je vais décocher spécularité. On verra qu'on peut cocher ça après, par la suite, c'est pas un problème. Je vais mettre du blanc blanc, voilà, du blanc absolu. Tac, et je vais mettre ça sur le cube. Si je passe dans BodyPaint comme ça, et que j'essaye de faire un dépliage de ça, ça marchera pas bien. Parce que ici on a une primitive. Le cube ici, vous voyez, l'icône, c'est toujours un cube. C'est pas un objet polygonal, c'est une primitive. Et donc ça, dans BodyPaint, ça va mal passer parce qu'enfin, on ne pourra pas facilement peindre dessus parce que justement, c'est une primitive. Donc en fait, on aura juste un carré, et quand on va peindre sur un côté, ça peindra sur tous les côtés à la fois, ça va être l'horreur. Donc ce cube, il faut le transformer en objet polygonal, donc je le sélectionne et j'appuie sur la touche C, ou alors je clique sur cette icône. On a l'habitude maintenant. Tac. Maintenant ici, c'est un petit triangle, ça veut dire que c'est un objet polygonal. Là, on peut travailler avec BodyPaint dessus correctement. Je vais sauvegarder ça parce que c'est important de sauvegarder la scène, parce que quand je vais sauvegarder la texture, je veux qu'elle soit mise en fait avec ce fichier là en fait. Je veux que tout soit regroupé afin de ne pas avoir une texture pour un projet particulier dans un dossier générique, et puis le modèle ensuite enregistré dans un autre dossier, puis en fait au moment où j'ai besoin de tout regrouper, bah c'est un petit peu galère. Ou là après il faut faire fichier enregistrer le projet, mais bon ça après c'est autre chose. Donc je vais tout de suite faire fichier enregistrer sous, et j'ai créé déjà un dossier BodyPaint tuto. Alors hop, je vais essayer de réduire mes fenêtres pour que tout rentre dans la capture, parce que je rappelle que je capture dans un écran, dans une taille beaucoup plus petite que ce que je travaille d'habitude. Ça va d'ailleurs être galère pour BodyPaint, parce que BodyPaint prend beaucoup de place sur l'écran si on veut travailler correctement, et là je vais être obligé de tout caser en fait dans une petite fenêtre. Ça va pas être évident. Donc je vais appeler ça le modèle de cube. Modèle de cube. Je mets pas d'espace parce que d'habitude. Voilà. Et je mets pas d'accent non plus, aussi par habitude, parce que j'ai souvent d'un logiciel à l'autre, des fois des accents, les espaces, tout ça, ça passe pas quand on passe d'un logiciel à l'autre. Des fois on a des problèmes. Alors le truc bien, c'est quand on fait un nom de fichier, soit on met pas d'espace, soit on met des underscores, vous savez, le petit caractère qui fait un trait souligné. Et puis les accents, je déconseille, parce que il y a des logiciels, par exemple les logiciels en ligne de commande, qui vont mal accepter les accents, et puis après on cherche pendant des heures pourquoi tel fichier ne veut pas être ouvert, ou n'est pas trouvé par le truc en ligne de commande.
parce que justement il y a un accent. Ici j'ai donc un cube avec une texture dessus. Et puis ici j'ai un tag UVW, c'est très bien. Je vais laisser le tag de lissage, on s'en fiche un petit peu. Surtout qu'en plus ici c'est un cube. Je vais vérifier tout de suite que ma tablette est activée. Alors ma tablette elle est allumée, elle est activée et tout, mais dans Cinema 4D quand on utilise une tablette il faut l'indiquer à Cinema 4D. Donc on va dans édition, préférences générales, et ici on va dans dispositif de saisie, et puis là je l'ai déjà utilisé la dernière fois donc euh, sur un autre projet, donc elle est activée, j'avais oublié de la désactiver. Donc quand j'utilise pas ma tablette généralement je désactive ça. Comme ça m'évite en fait de rencontrer des bugs s'il y a besoin, si j'utilise en fait d'autres logiciels. Des fois il y a des problèmes. Ici quand je coche ça, ça veut dire à Cinema 4D j'utilise une tablette graphique et dans ce cas-là le fait d'utiliser la tablette graphique directement dans Cinema 4D comme ça fonctionne bien mieux que si je ne le coche pas. Ici vous voyez que je peux cliquer là-dessus et tourner bien comme il faut. Alors que si je devais décocher ce truc-là, je le décoche, et que je fais ça, tac, vous voyez que, ouh, quelle horreur, ça fonctionne très mal. Donc il faut bien indiquer à Cinema 4D, quand on utilise une tablette graphique, j'utilise une tablette graphique, et là vous voyez que ça fonctionne parfait. Bon, on va s'en mettre bien comme il faut. C'est comme ça, parfait. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une tablette graphique quand vous utilisez BodyPen, quand vous utilisez Cinema 4D. Là, c'est un petit plus. Moi, j'ai une tablette graphique, j'en profite. Je m'en sers pour tout ce qui est logiciel graphique où il faut dessiner généralement. Pour Cinema 4D, quand je modélise, je m'en sers pas. Je m'en sers peu. Sauf quand il y a de la sculpture, par exemple, quand il faut utiliser... Enfin, j'ai pas les outils de sculpture, mais quand il faut utiliser les outils comme... où est-ce qu'ils sont là, le pinceau. Parce que je fais les raccourcis, mais les menus, je cherche toujours un petit peu. Ici, le pinceau, par exemple, ou l'aimant, ou ce genre de choses, où c'est très intuitif. Dans ce cas-là, utiliser la tablette graphique, c'est pas mal. Bon, ici, donc, j'ai mon modèle avec sa texture. Il faut passer dans le BodyPen pour déplier ça. Alors, je vais pas faire un tutoriel sur le dépliage, j'en ai déjà fait. J'en ferai peut-être par la suite, on verra, mais pour le moment non. Je vais aller donc dans BPUV Edit. Alors j'ai pas la version tuto de BPUV Edit, je l'ai pas mis à la bonne taille, c'est pas grave. Tac, on va le faire en direct. Je vais hop m'arranger pour que tout rentre dans la capture. Alors on va essayer. Je devrais faire un réglage pour que pas avoir à faire ça à chaque fois que je vais l'utiliser, mais bon, je l'utilise pas si souvent, BPUV Edit dans les tutos, donc c'est pas si gênant. Faire quelques secondes, quelques minutes. Voilà. Voilà, ça c'est BPUV Edit. On l'a déjà vu BPUV Edit. C'est lui qui permet de dire ce modèle-là, je le veux mis à plat en fait. Tac, mis à plat sur une texture toute belle, toute propre. Donc le plus simple, quand on l'utilise, on sélectionne l'élément, puis on clique ici sur le l'assistant. Tac, voilà, comme ça. Et puis on se laisse guider. Donc ici on sélectionne bien le cube, on fait suivant. Ici bon bah je laisse tout ça, je fais suivant. Ici on choisit la taille de la texture. Alors je vais mettre 2048 par 2048. Quoique j'ai peut-être un peu peur que comme j'enregistre en même temps, ça risque de faire un peu grand. Faire 2024 ça serait peut-être plus intéressant. On va voir, on verra bien. Je fais terminer, voilà, il m'a créé une texture. Je fais fermer. Je vais lui demander de le faire mieux. Parce que là en fait, quand je fais un trait, vous voyez que en fait ici, ça me fait un trait là, et puis c'est pas... Je sais pas à peu près où j'en suis ici. Désolé. Quand j'affiche le maillage, vous voyez que c'est pas des carrés carrés, c'est plutôt des rectangles. Et puis je suis un peu perdu, je sais pas où est-ce que va continuer tel ou tel élément, telle ou telle partie quand je vais dessiner. Donc ça c'est pas le top pour un cube. Donc je vais sélectionner le cube, je vais passer, alors si je me trompe pas, c'est ça, voilà, dans ce mode-là, le mode de modification de polygone UV, c'est cette petite icône-là. Et ici, je vais dans type de projection et je vais choisir alors Cubic 2. Alors je peux choisir les autres, mais je pense que Cubic 2 c'est le mieux. Voilà.
Cubic 2, et ça me donne ça. Ça me fait un dépliage de ce style-là. Et là, on reconnaît quand même beaucoup plus le cube qui a été déplié. Donc c'est quand même plus intéressant. Et ça, je vais l'enregistrer. Donc je fais fichier, enregistrer la texture sous. Je vais me prendre du TIFF Calc PSD parce que c'est très bien. Je le mets dans le même dossier. Je vais l'appeler, on va l'appeler Matte Couleur, c'est très bien. Et je suis enregistré. Tac. Et là, en fait, ça y est, j'ai un dépliage qui est fait. Il est très basique, très simple, mais il est fait. Et donc, c'est quand même bien mieux. Maintenant, on va passer dans BuddyPaint et on va voir en fait les outils de BuddyPaint. C'est ces outils-là en fait. Mais on va les voir dans BuddyPaint. Parce que là, je suis dans BPUV Edit qui sert à déplier les polygones. BuddyPaint sert à peindre sur les polygones, à peindre, à colorer, à colorier, à dessiner, etc., à faire de la retouche photo sur les textures, alors que BPUV Edit c'est plutôt l'interface est optimisée pour le dépliage. Donc BPUV Edit on le laisse de côté et on va dans BuddyPaint, BP 3D Paint. Voilà. Alors on a une chance, on a de la chance. J'ai une version j'ai un profil exprès pour les tutos à la bonne taille. Voilà, parfait. Par contre, les touches ici, ça risque d'être gênant. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Non, c'était un menu un peu chiant, un peu inutile en fait. Enfin, pas forcément intéressant à garder. Sinon, j'aurais pu mettre... Oh, j'ai pas de place où le mettre ailleurs. L'affichage des touches. Mais c'est pas grave. Bon, donc voilà, on est dans BP 3D Paint, donc BuddyPaint 3D, qui sert en fait à dessiner directement sur les modèles, sur les textures, faire les textures en dessin avec la tablette graphique ou alors avec la souris, hein, si vous préférez utiliser la souris, hein, il y en a. Et puis on retrouve ici en fait des outils qui sont communs à beaucoup de logiciels de retouche photo. Et c'est cela que je vais vous montrer aujourd'hui, que je vais vous expliquer à quoi ils servent, c'est-à-dire tous ces outils-là, tous ces trucs-là. Alors ici c'est assez petit, je devrais peut-être mettre les icônes en plus gros, mais si je mets les icônes en plus gros, je pense que ça va sortir de la capture. Voilà, ça rend trop juste. Il va manquer la fin peut-être. Qu'est-ce que j'ai en dessous? On va regarder. Taille moyenne, hop. Le masse de sélection, on s'en fout du masse de sélection, je vais pas en parler. Donc ici on va mettre grande taille, voilà, et puis c'est parfait. Oui, ça sera bien. Donc, par contre, ce qui va être chiant, ça va être de caler à la fois la texture et la vue 3D. Ici, on a la vue 3D. Et vous voyez qu'ici, il y a des onglets. Vue et texture. Si je vais dans texture, on retrouve la texture qu'on a fait dans BPUV Edit. Avec, en fait, ici, tout ce qu'il faut pour l'enregistrer ou en créer des nouvelles, etc. On a quelques outils qui sont plus ou moins intéressants, qu'on retrouve un petit peu dans tous les menus de Cinema 4D. De toute façon, quand c'est un aimant 2D. Ici, vous remarquez qu'il n'y a pas la petite icône de rotation. Ici, on a la rotation pour la 3D. On a le déplacement, on a le zoom. Et ici, on a en fait le zoom, le déplacement. On a un petit cadenas pour loquer la vue. Et ici, on a en fait une petite icône en plus qui permet en fait de définir certains réglages. Mais bon, pour la balance des blancs, tout ça. Bon, ici, on n'a pas à s'en occuper, mais on n'a pas la rotation parce qu'en fait, ici, on travaille sur du 2D. Donc, il n'y a pas besoin de tourner autour d'un modèle 3D. Ici, c'est de la 2D. Ça, c'est la texture qui va être projetée sur ce cube-là. Donc, tout ce que je dessine sur le cube va s'afficher là-dessus. Et tout ce que je dessine là-dessus va s'afficher sur le cube. Ce qui est pratique, c'est d'avoir les deux à la fois à l'écran. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je mets la vue 3D sur l'écran qui est à droite, et puis la texture sur l'écran qui est à gauche, c'est l'écran sur lequel je suis actuellement. Mais là, ça va être problématique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détacher la texture, voilà. Et puis on va venir la coller, paf, entre les deux, ici. Alors, pas là. On va la mettre. Ce que je voudrais, c'est faire ça, mais mettre celui-là de ce côté-là. Voilà, ça a l'air pas mal. On peut dézoomer un peu, oui. Peut-être réduire un petit peu ça, essayer de gagner un petit peu de place. Essayer de s'arranger pour que ça colle comme il faut. Ouais, on va dire que c'est bon. C'est pas génial, mais on va dire que c'est bon. Comme ça, parfait.
Donc ici, on a notre texture, notre modèle 3D, et comme j'ai dit, tout ce qu'on dessine sur l'un va s'afficher sur l'autre. Si je dessine seulement là, j'ai les outils de base, j'ai la brosse, tac, et puis je peux prendre la brosse là, et puis directement dessiner, puis vous voyez que ça dessine ici. Ici c'est le carré qui est là, celui-là c'est celui qui est au-dessus, celui-là celui qui est en dessous, celui-là c'est celui qui est derrière qu'on voit pas, celui-là là il est ici, celui-là il est derrière aussi on le voit pas. Et vous voyez que ici quand je passe sur le sur mon modèle, sur ma texture, ici j'ai un petit point qui se balade. Je sais pas si vous le voyez. Je vais grossir en fait la taille. Là, on va le voir mieux. Voilà, on le voit mieux là. Ah, c'est magnifique. Regardez, au milieu du rond, il s'affiche ici. Et vous voyez que si je suis sur la texture ici, on le voit en fait, ce rond, l'endroit où je vais peindre sur le modèle 3D. Et si je me mets sur le modèle 3D, on le voit qui s'affiche ici aussi sur le modèle de la texture. C'est vachement pratique parce qu'en fait, on voit à peu près où on se trouve, qu'on soit en fait sur un élément ou l'autre. Je peux comme ça peindre sur l'un ou sur l'autre et je vois à peu près où je suis en fait sur le modèle 3D et sur la texture. On revient en arrière. Hop. Voilà, parfait. Donc ici, je peux faire tac tac comme ça une croix. Là, ça c'est le dessus, ça c'est le dessous. Voilà, ça c'est le côté ici. Et puis là, hop, on va faire un truc comme ça. Et puis là, on va faire un truc comme ça. Et donc là, vous voyez que j'ai tous les éléments qui sont sur mon modèle. Voilà. Et c'est parfait. Et je peux dessiner comme ça dessus. Et j'ai des brushes, des textures, etc. Seulement là, j'ai dessiné tout ça, c'est super. Là, mais là, je suis sur une texture basique toute simple. C'est-à-dire que là, j'ai juste une image qui est plaquée sur mon cube. Et je peins en fait avec une brosse toute simple. Si BodyPaint se contentait de ça, ce serait nul. Ce serait nul parce qu'en fait, ça, à la limite, pourquoi faire un logiciel qui s'appelle BodyPaint si c'est juste pour dessiner comme ça sur un seul truc comme ça, sur une seule image et puis que l'image soit plaquée. Non, BodyPaint c'est plus que ça. On revient en arrière. Tac. BodyPaint c'est un logiciel qui est un petit peu plus proche de Photoshop. C'est-à-dire qu'on va utiliser dedans des calques, on va utiliser des différentes, comme c'est un logiciel de 3D aussi, on va utiliser les différents canaux des textures. C'est-à-dire qu'ici, quand j'ai créé ma texture, j'ai choisi que la couleur. Mais vous savez qu'on peut aussi mettre de la transparence, de la diffusion, de la réflexion, de l'alpha, du relief, des déplacements. Bref, il y a plein de choses dans lesquelles on peut mettre des textures. Et ben tout ça, on peut le gérer dans BodyPaint. Il y a les calques. Il y a les calques comme dans Photoshop, comme je disais. Et ça, c'est très important, les calques, parce qu'en fait, ça permet de travailler sur différentes couches, en fait, et de garder, en fait, une image de fond, et puis de venir superposer par-dessus ce que l'on dessine, sans avoir à altérer ce que l'on a mis derrière, et donc de pouvoir toujours revenir en arrière, ou d'alterner, de faire des effets, etc. On a des filtres aussi. Il y a quelques filtres ici. Il n'y en a pas énormément, mais il y a le minimum. Il y a le minimum nécessaire. Il y a le bruit, par exemple. Bon, il y en a quelques-uns en plus qu'on verra pas cette fois-là, mais je vais vous parler des principaux. Donc, ici, le bruit qui sert assez souvent, en fait, quand on fait de la retouche photo. Les niveaux, ça peut être intéressant quand on travaille justement sur une texture photo. La saturation teintée, la colorisation, c'est des trucs qu'on retrouve dans Photoshop aussi. Ça, on s'en fiche un peu. Tout ça, on s'en fout. On s'en fout, c'est utile. Mais disons que je vais pas en parler. Ça sera utilisé plutôt dans des cas précis. Le flou gaussien est souvent très utile dans les logiciels de retouche photo, dans les logiciels de dessin 2D créatif en bitmap. Et donc, on a le flou ici, donc c'est super, même si on a un outil exprès pour. L'accentuation, mosaïque, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Le seuil, ça peut être utile, mais bon, encore une fois, c'est quelque chose qui va être utilisé dans des cas précis. On n'en a pas forcément besoin. Donc, ici, on a le pinceau, on a pas le pinceau, on a les propriétés de l'outil sélectionné. Ici, j'ai sélectionné le pinceau, donc ici, j'ai les réglages du pinceau. Si je sélectionne ici le tampon, l'outil clonage, tampon dans d'autres logiciels, on a les paramètres de cet outil-là. Ici, on a la gomme et les autres outils qu'on va voir après.
Ici, déplacer le calque, qui permet en fait de déplacer le calque sur lequel on travaille, parce que comme j'ai dit, on travaille sur des calques, et donc justement, on peut déplacer un calque par rapport aux autres, et ça c'est très pratique. Ici les outils de sélection, ici la baguette magique qui est très utilisée enfin très utilisée par les débutants quand ils veulent faire des sélections rapides dans Photoshop, dans GIMP et là aussi dans BodyPaint. Ça permet de sélectionner en fonction d'une couleur par exemple. Personnellement je suis pas super fan de cet outil parce que je trouve que c'est toujours un peu chiant à régler et des fois une bonne sélection avec d'autres outils, ça va aussi vite. Mais bon, ici on n'a pas d'outil de courbe de Bézier, on n'a pas de sélection de courbe de Bézier dans BodyPaint. On a que ces outils-là pour les sélections, ça et celui-ci. Donc l'outil, la baguette magique est quand même assez intéressante par sa présence parce que justement, elle permet de gagner un petit peu de temps. Donc les calques on les trouve. Alors ça c'est les propriétés en fait de l'outil qu'on sélectionne. Ici, la zone, on a d'autres onglets et les calques qui sont ici. On a un onglet calque. Je clique dessus et là on retrouve un petit peu ce qu'on a dans Photoshop, ce qu'on a dans GIMP aussi. Je vous montrerai peut-être GIMP après, je sais pas, pour voir, on verra, pour faire la comparaison. Donc ici on a des calques, c'est-à-dire les calques, ce sont pour ceux qui connaissent pas la retouche photo, et les logiciels comme Photoshop ou GIMP, les calques ce sont des images qui vont se superposer les unes aux autres, sur lesquelles des images qui sont totalement transparentes, un petit peu comme des celluloïdes ou comme des feuilles de calque, hein, tout bêtement, qui vont être empilées et puis sur lesquelles on peut dessiner. Et donc un calque qui est placé au-dessus d'un autre sera affiché en fait dans la vue par-dessus, tout bêtement. Ensuite ici on a les différents modes de calque. Alors ça sort de la capture. Je suis désolé, mais bon, c'est pas grave. On retrouve les trucs qu'on a dans Photoshop, c'est-à-dire le mode produit, le mode normal, éclaircir, la superposition. C'est la façon dont le calque va s'ajouter en fait, ou se mélanger aux calques qui sont en dessous. Certains vont éclaircir le calque qui est en dessous, d'autres, dans d'autres modes, on va juste le mettre par-dessus de façon opaque. Dans d'autres modes, les couleurs vont se mélanger, vont s'ajouter ou se soustraire, etc. Et donc on obtient des trucs différents. Ici on a l'opacité du calque. Ici à 0 il est totalement transparent et à 100% il est totalement opaque. Enfin ce qu'on dessine dessus est totalement opaque. Donc c'est bien de travailler sur des calques pour chaque élément important qu'on fait dans notre dessin. Ici on a une petite icône spéciale, créer calque maillage UV dans un nouveau calque. Vous voyez que quand je passe sur une icône n'importe laquelle, ici dans cette zone là, ça s'affiche ce que c'est. Et donc ici, je sais pas si la souris sort de la capture, ici dans la zone tout en bas, ici, je vais essayer de m'arranger pour que ça se voie plus. Voilà. Ici dans cette zone là, tout en bas à gauche, s'affiche en fait ce que c'est. Si je me mets ici, là, tac, c'est marqué outil pipette, parce que c'est l'outil pipette. Si je me mets ici, c'est marqué tracer une forme polygonale, parce que c'est cet outil-là. Et là, sur cette icône-là, c'est écrit créer calque, maillage UV dans un nouveau calque. Et ça, c'est ce que je vais faire en premier. Donc je clique là-dessus, tac. Ça me crée ici un nouveau calque maillage UV, qui est transparent, mais seulement il n'est pas tout à fait transparent, parce que si là, les petits yeux ici, comme dans Photoshop, c'est pour masquer ou pas les calques. Et vous voyez que si je masque les deux calques, en fait, bon, là, j'ai maillage UV, on va le retirer. Si je masque, là j'ai plus rien. Si je mets que le calque maillage UV, tac, j'ai en fait en blanc ici, le tracé, qu'on voit ici, du maillage de mon objet 3D. Ce qui est bien pratique parce que ça me permet, en fait, de savoir où sont les limitations. Quand j'utilise un autre logiciel, par exemple si je joue ça dans GIMP, ça me permettra de savoir où sont en fait le maillage. Bon, ici je pourrais m'en passer dans BodyPaint parce que j'ai la même fonction ici, afficher le maillage UV, sans avoir à créer ce calque là. Mais si je veux passer dans un autre logiciel, désolé, si je veux passer dans un autre logiciel, ce calque est très important parce que justement il me permet d'avoir une petite référence de où est placé en fait le maillage de mon objet. Donc là j'ai mon fond, on va l'afficher, et j'ai le calque maillage UV.
je vais le cacher, le maillage, le calque de maillage UV, parce que là, je vais pas m'en servir. Comme je vais travailler que dans BuddyPaint. Mais bon, c'est important de l'avoir quand même. Et je vais créer un nouveau calque. Alors, je sélectionne le fond, et là, j'ai cette icône-là. Créer un nouveau calque de texture. Je vais juste à cliquer dessus, et tac, ça me crée un nouveau calque. Je peux le renommer comme je veux. Alors ici, je vais le nommer, on va l'appeler, bon, on va l'appeler calque 1. Voilà, tout bêtement. Calque 1. On pourrait l'appeler comme on veut, hein. Nommez vos calques en fonction de ce que vous mettez dessus. Par exemple, si vous avez besoin de faire une texture métal, par exemple avec de la rouille, vous allez avoir un calque fond peut-être. Vous allez avoir un calque, par exemple, couleur du fond, où ça sera la couleur de votre élément en métal. Ensuite, vous allez mettre dessus un autre calque qui sera peut-être rouille, par exemple, où vous allez dessiner la rouille, faire peindre là où les endroits où il y a de la rouille. Peut-être un autre calque après où ça sera peut-être de rayures, par exemple, et puis etc. Et comme ça, en fait, vous allez en fait avoir différents calques qui vous permettront de mieux vous y retrouver en fait sur ce que vous avez en fait dans votre texture. Donc ici, c'est juste pour tester, donc c'est juste pour vous expliquer ça, donc je l'appelle calque 1, c'est très bien. Ici, si je peins comme ça, sur ce calque-là, maintenant à la place de peindre sur le fond, je peins sur le calque. C'est plus intéressant, parce que comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait juste ça, tac, comme ça, et c'était tout sur le même fond, donc tout sur la même image, tout sur le même bitmap. Ici, je suis sur un calque, donc je peux tout à fait après déplacer mon calque comme ça. Mettre ça là, par exemple, ça là. Et vous voyez qu'en fait, ici, j'ai toujours mon fond, et mon calque, je peux le déplacer comme je veux. Par contre, ici, je suis que sur la couleur. On verra après que je peux aussi peindre sur d'autres choses. On va avoir maintenant toutes ces icônes-là, tant que j'y suis. Parce que là, c'est parfait, on a un calque, on a tout ce qu'il faut. Donc ici, la première icône, c'est celle-là. Celle-là, c'est déplacer le calque. Et comme je viens de le montrer, ça permet de cliquer, puis de déplacer en fait le calque sur lequel on a dessiné. Voilà, si j'avais fait en plus ici un rond, ici j'avais fait un triangle, et ici un carré. Voilà, mal fait, c'est pas grave. Et je peux toujours le déplacer comme ça. Tac. Comme je veux. Parfait. Vous voyez, je peux faire comme je veux. Quand c'est en dehors en fait du maillage, vous voyez que ça ne s'affiche pas en fait sur le modèle. Ça s'affiche que quand c'est à l'intérieur du maillage, parce qu'en fait, il n'y a que la zone à l'intérieur du maillage qui s'affiche. Donc quand vous faites une texture, puis que vous faites les choses un petit peu bien, puis que vous voulez un petit peu mettre votre copyright dessus, bah, vous pouvez tout à fait indiquer ici, par exemple, le lien de votre site, que votre nom, vous avez fait ça telle année, tel jour, etc. Avec ici peut-être des informations sur l'utilisation de la texture, suivant telle ou telle condition, on peut l'utiliser ou pas. Bref, vous pouvez utiliser cette zone ici qui sert à rien pour mettre autre chose, pour mettre des informations par exemple. Ou alors vous pouvez l'utiliser pour mettre d'autres textures, d'autres objets. Donc ça c'est pour déplacer le calque. Ça, c'est les outils de sélection. Alors, le premier ici, c'est la sélection rectangulaire. Paf. Qu'on trouve dans plein de logiciels, que ce soit Photoshop, GIMP, etc. Vous voyez que ici, j'ai fait une sélection, et vous voyez que ici, la sélection se retrouve sur la forme 3D. C'est une sélection comme ça, on voit que ici, ça a sélectionné comme ça. À quoi ça sert de faire des sélections? Ça sert à plein de choses. D'abord, je fais une sélection, donc je peux utiliser les filtres dessus. Par exemple, ajouter un bruit. Hop, je fais bruit, j'ajoute un bruit, et tac, et ça va ajouter un bruit dans la sélection. Bon, ici, ça sert à rien parce que la sélection est quasiment vide. Ça m'a juste ajouté du bruit ici dans la partie blanche. Je reviens en arrière. Je peux faire un bruit qui sera un petit peu plus intéressant. Un flou, par exemple, flou de Gaussien. On va le booster à fond, tac, et vous voyez que ça va faire un flou ici, dans la sélection, et pas à l'extérieur de la sélection. Donc la sélection permet vraiment de dire, je veux que l'effet se limite à cette sélection-là, et pas aux autres éléments. Ici, pour les filtres, ça paraît un peu évident. Mais il n'y a pas que ça. Ici, ça sert aussi, par exemple, pour la brosse, pour le pinceau. Si je sélectionne le pinceau, j'ai une sélection de fait, et ici, si je peins là, il n'y a rien. Je vais mettre ça en plus gros. Là, je peins, vous voyez que ça marche pas. Mais ça peint à l'intérieur de la sélection. Et seulement à l'intérieur. Et vous voyez que je peux pas dépasser. Et donc, comme ça, je peux, en fait, peindre comme ça une zone. Tac.
sélectionner. Après, je peux tout à fait désélectionner. Alors, tout désélectionner, tac. Et puis, vous voyez qu'en fait, ici, ça a peint que à l'intérieur de la sélection. Alors là, il y a un petit truc bizarre. C'est parce que, en fait, ici et ici, c'est par accord. Tout bêtement. C'est-à-dire que, vous voyez que ici, ça fait pas un carré, ça fait un rectangle. C'est plus petit ici que c'est long ici. Donc, quand on replie ce côté-là et ce côté-là, forcément ici, ça correspond pas. Bon, c'est pas bien gênant. Parce que, en fait, ici, c'est pas, non, forcément comme ça qu'il aurait fallu que je fasse si j'avais voulu faire juste un coin comme ça. Je peux aussi faire ma sélection ici. Tac, j'ai fait ma sélection ici. Et vous voyez que ici, ça me fait une sélection toute bizarre. Mais cette fois-là, elle est peut-être un peu plus juste. On va vérifier. Si je fais ça comme ça. Hop. Enfin non, elle n'est pas plus juste, mais disons qu'elle est en fonction de cette projection-là. Voilà. Voilà. En fonction de cette projection-là. Donc vous voyez, je peux faire une sélection ici ou une sélection ici. Je peux même après bouger ça comme je veux. Refaire une autre sélection. Une autre sélection là. Tac. Et puis ça me sélectionne ici. Donc ici, je peux sélectionner dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Et ça me permet de dire, je veux en fait... tac. Je veux travailler que sur une zone que j'ai sélectionné. Ici, on a une sélection rectangulaire, mais vous voyez que si je reste appuyé dessus, on peut aussi avoir cette sélection-là, c'est-à-dire une sélection à main levée, forme libre. On peut juste rester appuyé, puis déplacer, tac, comme ça je peux faire une sélection dans ce genre-là. Je peux la déplacer, vous avez remarqué, j'ai juste à me mettre dedans. Si je me mets à l'extérieur et je clique, ça l'efface. Mais si je me mets à l'intérieur, je peux la déplacer. Chose qu'on peut faire aussi avec une sélection comme ça. Je peux tout à fait faire une sélection comme ça. Tac. Si je me mets à l'extérieur, je la désélectionne, mais je peux aussi rester à l'intérieur. Tac. Et la déplacer. Là. Là. Je peux la mettre où je veux. Et comme ça, en fait, je peux définir. Je vais peindre que sur un côté du cube. Et donc ici, c'est main levée. Ici, c'est une sélection circulaire. Tac. Voilà. Vous voyez. Et si ici en bas, je fais ça, c'est voilà, c'est écrit cliquer pour créer une nouvelle sélection. C'est ce que je viens de faire. Hein. Comme ça, on clique. Contrôle, non, clic simple pour désélectionner. Tac, je désélectionne et je refais une sélection. Majuscule pour ajouter la sélection. Donc je veux faire majuscule et rajouter une autre sélection. Oui, je peux en ajouter plusieurs. Et puis contrôle pour soustraire à la sélection. Donc si j'appuie sur contrôle, je peux. Alors, hop, faut que je fasse bien. Contrôle pour soustraire. Là. Ah oui, mais. Ah. Là. Ou alors j'ai changé la touche. Ah oui, c'est ça. Donc moi c'est alternate. Alternate. Tac. Alors je sais pas si j'ai changé la touche ou si c'est une erreur ou si c'est une coquille ici. Enfin, touche alternate ici, vous voyez que je peux soustraire. Et puis touche majuscule, je peux ajouter. Voilà. Et ensuite, ici, alors, on va désélectionner ça. Ici, j'ai le dernier choix. C'est la forme polygonale. C'est-à-dire que c'est comme la forme libre, sauf que on clique. On clique une fois, on se déplace, on clique, 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 et puis voilà. Et on a une forme. Donc ça permet par exemple de faire un truc qui va être comme ça. Tac, tac, tac. Là j'ai fait un triangle. Voilà. Et puis c'est des lignes bien droites. Et là pareil, hein, toujours pareil. Si je fais un truc comme ça et que j'appuie sur un majuscule, je peux en ajouter. Et puis avec contrôle, enfin alternate dans mon cas, je sais pas si c'est moi qui a changé ou pas, on peut en soustraire. Voilà, et ça marche pour tous les contrôles et majuscules, ou enfin alternate et majuscule, ça marche pour tous les éléments de sélection ici. Donc on peut sélectionner, désélectionner, sélectionner, déplacer. Voilà, on peut comme ça rajouter des éléments. Et puis ça permet de définir où est-ce qu'on va sur quelle zone on va travailler. C'est bien pratique. Ici, comme j'ai dit, la baguette magique permet de sélectionner en fonction d'une couleur par exemple. Je clique ici dans le blanc et tac, ça me sélectionne tout ce qui est blanc. Voilà, tout ce qui est blanc et qui est relié. Vous voyez que cette partie-là, elle est blanche, mais elle n'est pas reliée à celle-là. Et vous voyez que ici,
ça m'a pas sélectionné le contour flou. Parce que le contour flou, c'est pas du blanc-blanc, c'est justement, comme c'est flouté, ça va progressivement vers du gris. Donc il y a un moment donné, c'est plus du blanc, c'est du gris clair. Donc ici j'ai la tolérance qui est à 10% par défaut. Si j'augmente ça et que je reclique ici, vous voyez que ça m'a sélectionné un peu plus parce que j'ai dit que je tolère à ce que ce soit pas blanc parfait. Donc je peux augmenter encore un peu, tac. Vous voyez que ça m'a sélectionné encore un peu plus parce que je dis à 71% de tolérance, c'est bon. Je peux augmenter encore un peu, tac. Vous voyez qu'il m'a tout sélectionné. Et si je diminue, ça va être l'inverse. Ici c'est que du blanc blanc. Voilà. Si je me mets même moins, pas de tolérance du tout, c'est que du blanc, uniquement blanc pur. Donc ici, alors ici c'est du blanc, mais ça pourrait être une autre couleur. Ça pourrait être du bleu, du orange. Mais vous voyez que ici la tolérance me permet de dire à, à combien j'accepte en fait. Je tolère que ça sélectionne autre chose que la couleur sur laquelle je clique. Donc ici on peut sélectionner là et on peut aussi sélectionner ici sur le modèle 3D. Ça fonctionne aussi. Voilà, voilà. Alors ici on peut ajouter à la sélection, tac. Ou alors au contraire on peut soustraire à la sélection, tac. Je retire en fait des éléments de sélection. Je peux faire une nouvelle sélection, c'est-à-dire reprendre une sélection toute neuve. Et donc ça permet de sélectionner en fait des éléments assez rapidement. C'est l'outil baguette magique qu'on retrouve aussi dans GIMP, qu'on trouve dans Photoshop, qu'on trouve dans plein de logiciels en fait de retouche photo. On va tout désélectionner. Voilà. Ici, j'ai cet outil-là. Cet outil-là, c'est transformer l'image. Dans Photoshop, c'est quand on appuie sur le CTRL T, si je me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Dans GIMP, c'est l'outil transformation, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un outil qui permet de faire des déformations sur l'élément qui est sélectionné ou sur le calque qui est sélectionné et de faire des effets de perspective par exemple. Ici j'ai tout le calque, j'ai aucune sélection, je peux sélectionner ça, vous voyez que ça me sélectionne en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça me définit, ça me dit c'est cette partie-là qui sera utilisée. Et ici je peux faire plein de choses, je peux faire des déplacements, juste le déplacer, mais ça c'est pas très utile, j'ai déjà cet outil-là. Je peux faire de la mise à l'échelle, c'est-à-dire hop, je peux le réduire comme ça, le mettre à l'échelle comme je veux. Je vais faire des rotations, donc on peut le faire tourner un petit peu dans tous les sens qu'on veut. La perspective, ça c'est très intéressant. Tac, je peux faire un effet de perspective comme ça, ou comme ça, vous voyez. On peut s'amuser. Et l'inclinaison, ça permet justement d'incliner. Alors, il faut que je sélectionne une des poignées, comme ça, tac, d'incliner, comme ça, vous voyez que on peut faire des effets. Et puis on a appliqué pour appliquer, tac, le changement. Et donc après, je peux le redéplacer comme je veux. Donc ça peut être très pratique quand vous avez par exemple une petite image que vous voulez appliquer en texture sur votre modèle 3D. Et puis il faut que vous la déformez un peu parce que cette image a déjà une déformation de base peut-être, il y a un effet de perspective et vous voulez réduire la perspective, alors vous faites une perspective dans l'autre sens. Ou alors peut-être qu'il faut changer sa taille, la modifier, etc. On peut aller plus loin parce que ici on met auto et puis en fait je suis assez libre de faire tout ce que je veux. Alors si je me trompe pas, comme ça, et normalement si je fais que je me trompe pas, non je sais plus, non ou alors je confonds avec un autre logiciel. Je pensais que je pouvais en fait en sélectionnant le côté, mais non c'est un autre logiciel je pense. Donc en fait oui on a ici toutes les modifications qui sont déjà pas mal, hein. On peut faire pas mal de choses, tac, et hop, ça permet en fait de vraiment de prendre n'importe quelle image bitmap et de l'adapter à votre texture. Voilà, si vous avez un sticker à rajouter sur une plaque en métal, c'est un outil qui est pratique. Ici, on a le pinceau, la brosse, tac. Alors, il faudrait que je montre un petit peu plus ces réglages. On va faire ça, voilà. Je pense qu'on voit à peu près, on voit le principal. Ici, le pinceau. Toutes les brosses sont là. Alors, il y en a plein. J'en ai peut-être rajouté, moi. Je pense en avoir rajouté. Généralement, on se sert que des premières. On va pas se mentir. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des centaines de brosses.
Ça peut être utile. Dans certains cas, vous allez en avoir besoin, peut-être pour des projets particuliers, comme moi ça a été le cas. Mais généralement, ça, celle-là, à peu près jusqu'à celle-là. Voilà. Après, c'est vraiment, faut en avoir besoin. Généralement, c'est les trois premières ici qu'on va le plus utiliser. C'est souvent comme dans tous les logiciels de retouche photo ou de dessin, hein. Même Photoshop. Si vous utilisez que la brosse de base, la toute première, vous pouvez quasiment tout faire avec. Permet de dessiner, permet de travailler. Après, c'est juste ces réglages, ces propriétés qu'on change au fur et à mesure. Dans GIMP, c'est pareil. Dans Krita. Dans Krita, c'est un petit peu différent parce que Krita est très fort sur les brosses et les brosses ajoutent carrément des fonctions au logiciel. Donc, c'est un petit peu différent. J'en parlerai quand on parlera de Krita. Mais ici, dans BodyPaint, en fait, les brosses de base, hein, c'est celles que vous utiliserez le plus. Et même si à un moment donné, vous allez utiliser les autres en disant « Ah, j'aime bien celle-là », et ben vous verrez qu'au fur et à mesure, vous reviendrez sur les brosses qui sont au-dessus, là, les premières, parce que c'est celles qui vont s'adapter en fait à tous vos besoins. Ici, on a les formes de la brosse, on a enfin tous les réglages de la brosse. Ici, celle-là, oui, c'est un cercle. On peut choisir un rectangle. Généralement, on laisse en cercle. Voilà, c'est carrément mieux. Mais bon, on peut. Ici, on a les différents profils. Alors, c'est la façon dont ça s'ajoute ici. Par exemple, ici, c'est arrondi. Si je mets linéaire, vous voyez que ça s'ajoute différemment. Ici, aiguille, on a encore un effet différent. Ici, buse, on a un truc encore différent. Bon, j'aime bien le truc de base, on garde le truc de base. La taille, ça, on l'utilise souvent, forcément, parce que c'est la taille de la brosse. Ici, tout petit, on va faire des traits tout fins, je vais vous montrer. Hop, enfin, tout fin, plus ou moins fin. Hop, plus fin. Et puis là, des traits plus épais. Voilà. Et puis ici, vous voyez le petit carré là. Je clique dessus, et là, waouh, pression du stylet. Inclinaison du stylet. En fonction de votre tablette graphique. Moi, ma tablette graphique ne gère pas l'inclinaison du stylet, mais la pression, oui. Donc je peux cliquer là et faire ça. Et si je clique pas très fort, et si je clique très fort, oui, je les traits plus fins, plus épais. Fin, j'appuie pas, et quand j'appuie, très épais. Et en fait, on peut gérer ça avec la pression. Ici, moi, j'aime pas travailler trop avec la pression dans BodyPaint. J'aime bien gérer mon réglage comme ça, parce que en fait, c'est un coup à prendre. Ça dépend des logiciels. Il y a des logiciels j'aime bien utiliser la pression et d'autres j'aime pas. BodyPaint, je suis pas fan d'utiliser la pression dessus. Bon, je l'utilise pas non plus si souvent, donc c'est pas gênant. Pareil ici avec les autres réglages, vous voyez que ici à chaque fois je peux cliquer la dureté, etc. Le pincement, la rotation, je peux cliquer en fait pour définir ça en fonction de ma tablette graphique. Alors si vous n'avez pas de tablette graphique, forcément ces petits carrés bleus ne vous serviront pas plus que ça. Ici la pression, c'est la pression en fait, le réglage de pression du truc. Si vous n'avez pas de tablette graphique, vous allez l'utiliser. La dureté, hop, vous voyez que ici c'est beaucoup moins flou. Hop, on peut mettre beaucoup plus dur. Là, on n'a pas flou du tout. Tac. Et puis au contraire, si je remets la dureté comme ça à 0, hop, on a un truc qui est beaucoup plus flou. Voilà. Donc c'est la dureté de la brosse. L'espacement, ici c'est à 18. Si j'augmente ça, vous voyez que on voit qu'en fait c'est plusieurs fois ce motif-là qui est répété. Donc je vais le remettre à 18, c'était bien 18. Mais vous voyez qu'on peut faire des effets en fait en jouant un petit peu avec les réglages. Le pincement, la rotation, alors ça c'est quand on a en fait des formes hautes que rondes. La rotation, parce que là, faire tourner un rond, ça reste un rond. Aérographe, tremblement, tout ça, je n'en parle pas. Ici, ça c'est les réglages de la brosse. Et donc j'ai dit, on pouvait obtenir ici toutes les brosses. On a aperçu toutes les brosses. On peut sélectionner celle-là par exemple, jouer avec. On peut sélectionner celle-là qui est beaucoup plus douce. Hop, on va l'augmenter comme ça. Vous voyez que, une petite chose importante, vous voyez que ici j'étais sur du blanc, je faisais des traits en blanc, et là j'ai des traits en noir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici c'est du noir, enfin c'est du gris, c'est pas du blanc. Donc si je veux changer ça, il faut que j'aille ici, cliquer sur le petit carré qui est là, en bas à gauche, et que je choisisse ma couleur.
prendre du blanc. Alors, ici, non, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est là, si je me trompe pas. Non, même pas. C'est dans le nuancier. Dans le nuancier, c'est le plus pratique. Normalement, c'est ça. Voilà. C'est bien. Ici, j'ai du blanc. Je crois que... Oui, là j'ai du rouge, c'est bon. Donc oui, c'est bien ça. On clique là, le petit carré, on double-clique dessus. Et puis là, on peut choisir la couleur. Enfin, je dis on double-clique, on n'a pas besoin de double-cliquer normalement. Je vais vérifier. Non, un simple clic dessus. Un simple clic dessus, on choisit la couleur. Et puis on peut peindre dessus avec la bonne couleur. Sinon, on a, comme j'ai d'autres calques ici que je vais montrer. Donc ici, je disais, on a toutes ces brosses là, tac. Et vous voyez qu'en fait, quand je change de brosse, des fois, ça reprend pas forcément la couleur que j'avais. Ici, quand je suis repassé sur cette brosse là, j'ai changé de brosse, je suis repassé sur celle-là. Vous voyez que ici, c'est redevenu du noir. Donc, faut bien penser à quand on change de brosse, de vérifier la couleur, parce que sinon, vous allez être embêté, vous n'allez pas faire attention, puis vous dites, ah mince, j'ai mis du noir alors que je voulais du blanc. Donc, obligé d'aller sélectionner la bonne brosse. Donc ici, voilà. J'ai cette brosse là qui fait des effets comme ça. Waouh, c'est joli. Pour estomper par exemple, pour faire de la rouille, c'est très bien ça, pour faire de la rouille ou certaines tâches. On a toutes ces brosses ici, mais on les a aussi ici dans ces ici dans les onglets. Ici on a pinceau, tac, et là on retrouve tous les pinceaux, toutes les brosses qu'on a quand on clique ici, on les a aussi là dans pinceau. Voilà, si vous travaillez sur des écrans très grands, c'est bien à la place de cliquer là-dessus, vous pouvez avoir en fait cette fenêtre pinceau bien placée où vous voulez dans votre interface. Je rappelle que Cinema 4D, Body Paint, on peut entièrement personnaliser l'interface. Hein, si vous voulez que cette fenêtre-là soit de ce côté-là, qu'elle soit mise en grand ou pas, vous pouvez. Comme j'ai montré, ici j'avais deux onglets, j'avais un onglet vue 3D et la texture, je les ai mis côte à côte. J'aurais pu tout à fait en mettre un sur un autre écran, et puis un sur cet écran-là. J'aurais pu tout à fait prendre toute cette partie-là et la mettre sur un autre écran ou à un autre endroit de ma scène, là où ça m'est le plus pratique. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Hein. Donc je reviens en fait ici sur Calque. Et donc ça c'était le pinceau. Et là quand je reste cliqué sur le pinceau, on voit qu'il y a un deuxième truc ici. Outil colorisé. À quoi que ça peut bien servir? Eh bien c'est simple. L'outil colorisé va changer la couleur de ce qu'il y a sur votre texture, là où vous allez passer, mais ça ne changera pas la couleur du blanc ni du noir. Ça va changer la couleur de tout ce qui n'est pas blanc et tout ce qui n'est pas noir et que vous avez déjà mis. Par exemple ici j'ai fait plein de gribouillis, et puis j'aimerais que tous ces gribouillis qui ne sont pas, qui sont gris, tout ce qui est en gris, en bleu, en rouge, tout ça, j'aimerais une autre couleur. Alors je vais choisir cet outil là, je prends une forme assez grande, je vais aller choisir une couleur, on va dire que ce soit en vert, voilà, en vert, et là j'ai juste maintenant à peinturer, plus grand encore, et tout ce qui est gris, bleu, rouge, devient vert. Là je passe dessus, voilà, carrément, là, voilà, ça c'était du gris, ça devient vert. Alors, ça prend des tons verts, non, j'aurais préféré du rouge. Tac, on va prendre du rouge, ah, du rouge, voilà. Et vous voyez que ça change pas la couleur du noir, ça change pas la couleur du blanc. Le blanc, là, j'ai beau passer dessus, ça ne changera pas. Par contre, tout ce qui est gris va changer, va prendre cette couleur-là. Tout ce qui est vert va changer, va prendre cette couleur-là. Et comme ça, en fait, c'est très pratique parce que quand vous avez en fait un, un dessin, par exemple, un logo, un truc comme ça, et que vous avez besoin de changer une couleur derrière seulement, vous n'avez pas besoin de tout redessiner, vous pouvez changer en fait votre couleur comme ça. C'est un outil qui remplace les couleurs par la couleur que vous choisissez, la couleur ou la texture que vous choisissez, euh, sans toucher au blanc et au gris, et au blanc et au noir. Voilà. Donc les traits en noir qui sont des traits de construction par exemple, ou les traits en blanc, désolé, qui peuvent être des traits de construction ou du fond, ne seront pas affectés, mais le reste si. Je vais reprendre le pinceau normal. Ah,
Ah, là. Je vais mettre une bonne couche de... On va mettre du vert. Voilà, une bonne couche de vert avec une brosse comme ça, très grande. Voilà, on va dézoomer un peu. Hein, encore plus grande, beaucoup plus grande. Voilà. On met du vert partout. Parfait. Voilà, donc on a un cube tout vert. Hop, on va reprendre une brosse normale. On va prendre, tac, une autre couleur. On va prendre du orange. Ouais, c'est bien le orange. Ça donne quoi? Ouais, un peu... Non, un marron. Ah, un marron, c'est très bien. Voilà, un marron et vert, c'est très bien. Voilà, j'ai fait du vert partout, et puis là j'ai une forme. On va dire, on va faire une forme ici, on va faire un truc comme ça, une forme un petit peu qu'on s'en fiche. Hein. Voilà, un truc comme ça. Voilà, parfait. On a une forme comme ça, et puis cette forme-là, on aimerait l'avoir ici. Exactement la même. Je peux la copier-coller. Ouais. Mais bon, exactement la même, oui, mais je veux pas que ça se voie qu'on a copié-collé. J'aimerais parce que peut-être des petites différences, ou alors peut-être que c'est un truc qui est trop chiant à copier-coller, ou peut-être que c'est une texture, et puis il faut que ça reste raccord. Comment je peux faire? Bah ici on a un outil. On a un outil ici, c'est un tampon, c'est l'outil cloné. Je le sélectionne, et puis oui que ça fait une petite pipette à l'écran, l'icône. Je sélectionne par exemple ici, tac, je dis c'est là, et je me mets là, et puis maintenant je mets taille assez grande, et maintenant ici je vais peindre. Et vous voyez que en fait, ça refait la même image. C'est génial. En fait, je suis en train de cloner euh, cette image-là, ici. J'ai refait exactement la même. C'est ça. Ça, c'est le tampon. On l'a aussi dans Photoshop, on l'a aussi dans GIMP, on l'a aussi dans plein d'autres logiciels de retouche photo. Paint.net par exemple, on doit l'avoir. Donc en fait, on sélectionne l'outil, on dit où est-ce qu'on veut prendre un élément, par exemple ce truc-là, là, tac, et puis on dit je veux le refaire là. Voilà. Et vous voyez que ça me refait le même dessin, le même truc, ici. Euh, voilà, parfait. C'est pas terrible. Tac. Et donc, il y a des outils en plus. Par exemple, ici, vous voyez, c'est marqué relatif. Et c'est marqué, et ici, c'est coché relatif. Donc, en fait, je vais revenir en arrière. Je vais vous montrer. Voilà, je reprends mon outil, je dis là, je clique là. Et si je dessine ici, en grand, je dessine mon dessin là. D'accord? Et si je fais comme ça, là, hop, il se trouve ici aussi. Là, il se trouve ici aussi. Enfin, ça, c'est le bout qui est là. Parce qu'en fait, c'était à côté de ce truc-là, il y avait ce machin-là. Donc, vous voyez que je peux continuer comme ça. Je peux me remettre ici, voilà. Ici, j'ai encore un petit bout parce qu'en fait, ça a repris ça là, cette partie-là, ou c'est cette partie-là, je sais pas, ou celle-là peut-être. Enfin bref, il y a un bout qui s'est retrouvé là. Parce que ici, c'est relatif. Je reviens en arrière, paf. Je décoche relatif, je reprends le petit tampon, je clique là, et je vais peindre ici, je le fais là. Maintenant, je vais peindre ici, je le fais là. Je vais peindre ici, je le fais là. Et vous voyez que là, c'est pas relatif à ça. C'est relatif à là où c'est là où je clique. Là où je clique et que je reste cliqué. Parce que dès que je relâche, en fait, je refais un nouveau dessin. C'est la seule différence entre le relatif et non relatif. Voilà. Donc en fait, ça me permet en fait de prendre un motif et puis de le refaire autant de fois que je veux sur le truc. Je recoche relatif, tac. Maintenant, ici, c'est super. Je vais sur un calque, je vais créer un nouveau calque, tac. Je suis sur un nouveau calque, je prends l'outil tampon, je clique là-dessus, tac, et puis je vais le faire là. Ça marche pas. Parce qu'en fait, je suis sur un nouveau calque, et puis le dessin que j'ai cliqué ici, il est sur un calque différent. Et donc ça marche pas. Il faut que je coche ici, appliquer à tous les calques visibles. Et comme ça, je peux cliquer ici par exemple, tac, et là ça fonctionne. Voilà. Bon là comme il y a du gris, ça fait du gris. Ça c'est pour dire qu'on utilise tous les calques ou pas. Je vais décocher et je vais retirer ce calque ici qui finalement ne servira pas pour le moment. Supprimer le calque. Je fais un clic droit et puis je
je fais supprimer pour le supprimer. Donc on revient là-dessus. Parfait. On a fait pas mal de gribouillis. C'est pas très pratique pour continuer le tuto. Heureusement, on a ici l'outil gomme. Tac, je sélectionne la gomme. Là encore, attention à la couleur, attention à la brosse qui est utilisée, tout ça. On va prendre cette brosse-là, on va la faire en grand. Et puis là, je peux gommer. Alors, c'est tout simple, hein, comme son nom l'indique. C'est une gomme. C'est une gomme et ça permet donc d'effacer. Ça sent très grand. Voilà, ça permet d'effacer ce qu'il y a sur notre calque, le calque qui est sélectionné. Voilà, j'ai tout effacé, c'est génial. Je reprends la brosse, on va faire un truc comme ça, puis on va faire un truc comme ça, voilà, puis on va faire ici un triangle, et puis là on va faire peut-être un truc dans ce genre là. Voilà. Et puis là, une forme au pif. Maintenant, je vais prendre une autre couleur, parce que pourquoi pas. Je vais dans le nuancier, tiens, pour les choisir mes couleurs. J'aime bien le nuancier. On va prendre du vert, voilà, on va prendre ce vert-là, il est là. Et ici, on a vu la brosse, on a vu le tampon, on a vu la gomme, et là, on a le pot de peinture. Est-ce qu'il faut vraiment que j'explique le pot de peinture? Dans Photoshop, dans GIMP, dans tous les logiciels, généralement, on l'a. Quand on a une forme fermée, qu'on clique avec le pot de peinture, tac, ça remplit la forme fermée avec la couleur qu'on a sélectionnée. Voilà. C'est le pot de peinture. Si je clique ici, ça va remplir tout jusqu'à ce qu'on trouve une forme fermée. Ça, c'est le pot de peinture. Tout bête. Je peux rester cliquer et ici, on a le pot de peinture avec comme ça un carré. Si je clique dessus, ça va remplir tout mon calque avec la couleur qui est ici, la couleur de devant. C'est le nom ici, c'est remplir le calque. Je clique dessus, tac, ça m'efface tout et ça remplit avec la couleur. C'est très bien quand on a besoin de remplir rapidement avec une couleur. Par exemple, on sélectionne un bleu clair, on fait ça, puis tac, on a tout en bleu clair. Ensuite, ici, vous avez une autre icône encore. Ici, c'est le dégradé. Bah, c'est un dégradé. Hein. Donc, je vais sélectionner par exemple du bleu comme ça. Et puis en dessous ici, alors, ici, vous voyez l'icône. J'ai le petit carré bleu qui me dit que j'ai ma couleur. La deuxième couleur, c'est la couleur de fond. Et ici, j'ai des petites flèches qui permettent, tac, si je clique dessus, d'intervertir. Et je peux, comme ça, sélectionner l'un ou l'autre. Et si je clique sur la couleur de fond, je peux aussi sélectionner une autre couleur pour la couleur de fond. On va sélectionner comme ça, hein. On va prendre une autre couleur. Alors, je vais le prendre avec le nuancier. Alors, faut que je fasse ça correctement. On va faire ça comme ça, voilà. Là, j'ai sélectionné deux couleurs. Et donc, je prends en fait mon dégradé, et là, je peux faire un dégradé comme ça. Ah oui, non. J'ai confondu avec un autre logiciel. Ici, il s'en fout complètement de ces couleurs-là. C'est là que ça joue. Donc ici, comme dans les textures Cinema 4D, hein, on choisit la couleur ici. Ah. Hop. Comme ça, là. Et puis, on va faire un deuxième nœud ici. On va le faire comme ça. Tac. Et puis là, normalement, voilà, normalement c'est bon. Alors ici, c'est parce que ça sort, en fait, à mon avis, je vais avoir un... Voilà, j'ai un nœud en plus. Tac. On va faire en sorte que ça marche comme ça. Après, il faut... Je vous préviens, ça va vous faire comme moi. Quand on passe d'un logiciel à l'autre, on finit par mélanger un petit peu tout. Dans Photoshop, dans GIMP, ce sont ces couleurs-là qui sont utilisées pour le dégradé. Dans Krita aussi, si je me trompe pas. Dans Body Paint, c'est dans les réglages qui sont ici qu'on définit le dégradé. Bon, ça peut être intéressant parce que ça, on peut éditer les dégradés peut-être plus facilement. Voilà. Mais bon, quand vous allez passer d'un logiciel à un autre, à un moment donné, vous allez faire l'erreur, vous allez vous tromper de raccourci, vous verrez que très vite on se mélange les pinceaux. Donc ça c'était l'outil dégradé, voilà. Alors, je vais tout remettre en, je remets tout en bleu.
Et je reprends le pot de peinture normale. Ici. Ensuite, ici, on a des outils assez sympas qu'on retrouve en fait dans tous les logiciels de retouche photo. Alors pour ça, il va falloir que je fasse un petit peu de... Non, en fait, si, je vais faire ça. On va faire un truc comme ça. Plus gros, beaucoup plus gros. Hop, hop. Pas attends. Voilà. Faire un truc comme ça. Hop. On va découper ça proprement. Alors je vais faire une sélection, je fais supprime. Sélection, je fais supprime. Sélection, supprime. D'ailleurs, même en fait, je vais plutôt faire ça plus intelligemment. Voilà. On va faire. J'ai la prise bleue là. J'avais la prise bleue là. Comme ça. Après, je prends ce bleu là. On va faire une autre sélection. Comme je vous ai montré les outils de sélection. Ça. Hop. Voilà, parfait. Il est un peu foncé ce bleu. Et ce bleu là, c'est le bleu du fond, non? Il me semble que... Ah non, c'est pas le bleu du fond celui-là. Il a l'air mieux. Ouais, c'est bien. Ça fait un bleu différent. C'est parfait. Donc ici, tac. 3 outils intéressants. Celui-là, c'est flou. Je dis pas que l'outil est flou, je dis que c'est pour flouter. Je le sélectionne, on va prendre un truc assez épais, on va zoomer un peu. Voilà. Vous voyez que ici, le beurre est bien net. Je prends l'outil pour flouter. Hop, je passe comme ça. Et ça floute. Alors, ça se voit pas trop. Il faut que j'augmente peut-être mon rayon de flou. Voilà. Ici, vous voyez que je suis en train de flouter le truc. Donc, si je fais un trait noir, ça se verra sans doute mieux. On va faire un trait noir. Bien, ou plutôt foncé. Comme ça. Je prends l'outil flouter. Et voilà. Vous voyez que ça permet de flouter, en fait. Hop. Là où on passe. Avec les réglages, en fait, ici, comment le réglage du flou ici, la taille de la brosse, ça permet de flouter vraiment le truc. Donc ça, c'est pour rendre flou les éléments. C'est très pratique, c'est mieux que d'utiliser en fait le filtre flou parce que c'est plus précis. On peut vraiment dire c'est cet élément-là particulièrement que je veux qu'il soit flou et pas le reste. Alors qu'avec l'outil, avec le filtre flou, c'est vraiment pour flouter toute une image par exemple. Ici ensuite, on a le triangle ici, c'est l'inverse. Tac. Au lieu de faire du flou, ça va faire au contraire quelque chose de net. Mais seulement quand on travaille comme ça fait des points de toutes les couleurs. Vous allez voir, c'est pas forcément intéressant. Donc il faut y aller. Vous voyez ici le noir ici étant déjà pas trop flouté, vous voyez qu'en fait ça fait plein de petits points parce qu'en fait ça retire le flou et l'algorithme fait que ça fait ce genre de choses. Donc il faut y aller très doucement avec cet outil-là. C'est bien pour retirer du flou, mais vous attendez pas à des miracles. Hein. Ça retirera un petit peu de flou comme ça, mais ça rend le truc un peu plus net, mais c'est pas non plus l'outil magique qui va vous retirer une image floutée puis la rendre super nette. Ici, le doigt, tac, c'est pour étaler la couleur. Enfin un truc plus gros, voilà. Donc je peux tout à fait pousser en fait ma couleur, comme si on poussait la couleur avec le doigt, comme un gamin qui joue avec de la peinture. Et oui, on peut étaler le truc. Alors quand on a une grosse forme comme ça, tac, je prends cette couleur là, une brosse, cette couleur, non cette couleur là elle est bien après tout, en grand, voilà comme ça. Et puis on va mettre une couleur plus claire dedans, plus claire j'ai dit, tac, voilà, puis encore plus clair dedans, en plus petit, voilà, puis encore plus clair dedans, encore plus petit, voilà. Et puis on prend le truc là, et puis ça permet de, hop, de repousser comme ça le truc, et puis de retravailler la forme. Et puis en fait ça fait du flou aussi, mais ça mélange un petit peu les couleurs. Donc on a un truc qui peut être très intéressant justement pour un petit peu comme une palette de couleurs, comme de l'aquarelle ou de la gouache même. Ça permet en fait d'étaler, de mélanger en même temps. Vous voyez qu'on peut travailler un petit peu la forme comme on veut.
Et puis, bah, c'est pas mal. C'est pas mal comme outil. Après, on peut travailler de manière très précise, ou au contraire, avoir un truc bien plus large. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Trop petit. Ah, trop petit. Voilà. Là, en fait, je suis en train de faire comme de la fourrure. Tout bêtement. Sans trop m'embêter. Un peu plus épais pour faire des brins plus épais. Un peu plus fin pour faire des brins plus fins. Et vous voyez que assez facilement, on peut obtenir des petits effets comme ça. Donc c'est un outil qui est sympa à utiliser. Voilà, on peut faire de l'herbe, etc. On peut faire tout ce qu'on veut. Ensuite, ici, donc ça, c'était ces trois outils-là. Vous les retrouverez dans Photoshop, vous les retrouverez dans GIMP, vous les retrouverez dans la plupart des logiciels de retouche photo. Je dis bien de retouche photo, hein, pas des logiciels de graphisme. Par exemple, le Krita n'est pas un logiciel de retouche photo. C'est un logiciel de peinture digitale. Donc il est très bien pour dessiner, pour peindre, mais pour la retouche photo, il n'a pas les outils qu'il faut. GIMP, par exemple, par contre, est très bien pour la retouche photo. Il n'est pas top pour le digital painting, parce que au niveau des brushes, tout ça, c'est pas non plus aussi fort que Krita, mais en retouche photo, il est fait pour. Voilà. Et Photoshop fait un peu tout, lui, de toute façon, ça évolue au fur et à mesure. Si vous utilisez déjà Photoshop, changez pas. Disons que c'est l'outil qui fait tout. Il fait du digital painting, il fait de la retouche photo, il a tous les outils qu'on trouve dans BodyPaint, il les a. Donc, ces trois outils-là, flou, netteté et le doigt pour étaler. Ensuite, ici, on a des outils typiques de la retouche photo, typiques des ateliers photo. Ça, c'est densité moins, ça, c'est densité plus, et ça, c'est l'éponge. Alors, densité moins, ça prend en fait la couleur sur laquelle vous l'appliquez, et ça l'éclaircit. Et densité plus, ça prend la couleur sur laquelle vous l'appliquez, et ça l'assombrit. Alors, densité moins, c'est très bien pour faire des effets de lumière. Je fais ça, tac. Vous voyez que ça éclaircit. Plus je passe, plus c'est clair. J'ai pas changé la couleur, c'est toujours la même couleur. Et vous voyez que plus je passe, plus j'obtiens un effet clair. Voilà, donc ça me permet d'éclaircir en fait une zone. Et plus je passe comme ça, plus c'est blanc. Et puis au bout d'un moment, ça sera très blanc. Donc en fait, si je veux faire un petit effet, un petit reflet de lumière, enfin un reflet de lumière, un petit effet d'éclairage, bah voilà, ça c'est l'outil qui est très bien. Et densité plus, ça fait l'inverse, ça va assombrir. Alors là, si je fais là que c'est déjà très sombre, ça va très vite être noir. Voilà. Vous voyez que ça assombrit. Ça garde la même couleur, mais ça la fait plus sombre. Plus sombre jusqu'à aller vers les noirs. C'est-à-dire qu'en fait, si je reprends en fait mon truc de couleur ici, vous voyez que ici en bas, en haut là j'ai la couleur, en bas j'ai du noir, et ça simplement, ça décale en fait sur cette hauteur là la couleur de mon dessin. Donc en fait ici, densité plus, ça assombrit. Et là j'assombris ce que j'avais éclairci avant. Et ça me fait un petit effet bosselé en plus. Ce qui me permet de faire des effets de relief par exemple. Ensuite, ici, l'éponge permet de saturer ou désaturer. Vous voyez qu'ici, il y a un petit réglage, désaturer, saturer. Alors, on va le faire en plus grand, tac. Désaturer, ça va transformer tout en gris. Alors, est-ce que ça va se voir ici? Il faudrait que je mette un petit coup de pinceau avec d'autres couleurs, histoire de mieux vous montrer. À prendre couleur plus claire. À prendre ça. À prendre ça. À prendre un petit peu de vert. Un petit peu d'orange. Voilà, un petit peu d'orange, on fait des gribouillis. Voilà, bon, je m'en fiche. Tac, je reviens sur le calque. Je prends l'éponge, je suis en désaturé, je passe dessus. Alors, hop, on va augmenter le truc. Vous voyez qu'en fait, les couleurs deviennent plus ternes. Même le fond, hein. Vous voyez que ça devient plus terne. Ça désature mon image. Les couleurs sont plus du tout vives. Elles sont au contraire très ternes. Si je fais saturer, c'est tout à fait l'inverse. Les couleurs deviennent très très vives.
parce que là en plus j'ai vraiment exagéré l'exposition. Donc en gérant ça et ici la taille du pinceau, on peut faire des effets, c'est-à-dire s'arranger pour que certaines zones soient plus vives que d'autres et d'autres moins vives en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous avez, je reviens un petit peu sur l'exemple de la plaque en métal que vous faites en texture, il y a des endroits où il va y avoir peut-être des dépôts de terre, et puis dans ce cas-là, la peinture a perdu un petit peu de son brillant, et l'éponge en désaturé permet justement de retirer le brillant en fait des couleurs, comme ça. Et puis à certains autres endroits, peut-être là où l'eau a coulé, peut-être que la couleur doit être plus vive, ou peut-être qu'il y a une tache qui fait, une tache de sang par exemple, qui fait que ça doit être très vif, et puis ou peut-être que c'est un élément de texture qui est en train d'être nettoyé dans votre scène, je sais pas, et à un moment donné, il faut que ce soit plus clair, plus net. Vous pouvez utiliser ces outils-là. Ensuite, donc ça, c'était les 3 outils qu'on retrouve dans tous les logiciels de retouche photo. Ici, pour du texte, bah, il n'y a rien à dire, en fait. On tape le texte, hop, et on l'ajoute. On l'ajoute un petit peu où on veut, texte, voilà. On a quelques réglages, comme la police, tout ça. C'est pas particulièrement intéressant, mais bon, dans une texture, on peut avoir besoin de mettre du texte, hein, assez souvent même. Donc c'est bien de l'avoir. Voilà, on a quelques réglages ici, contour progressif si on veut un truc qui soit plus flou sur les côtés. Voilà, comme ça, ce qui permet de gérer un petit peu. Est-ce que le texte s'affiche de manière très nette ou au contraire un peu plus flouté, suivant la résolution de votre texture aussi, ça peut jouer. Ensuite ici, la petite étoile. Alors ça, c'est les formes qu'on retrouve dans Cinema 4D, et ça, c'est des lignes. Je vais montrer les lignes d'abord. On sélectionne ligne, et puis hop, on peut tracer des lignes comme ça. Alors ici, l'épaisseur du trait. Voilà. Ça sert juste à tracer des lignes. Avec le contour progressif, comme pour le texte, hop, on peut faire un contour qui est tout flouté. Voilà. L'anti-aliasing, etc. L'arrondi externe. Alors ça, c'est les extrémités. Est-ce que c'est arrondi ou pas? Voilà, avec ou sans flèche, par exemple, avec ou sans biseau. Donc c'est le trait. Et la petite étoile ici, c'est les formes qu'on trouve dans Cinema 4D. Alors je vais prendre une autre couleur, ou alors même je vais nettoyer un petit peu l'image. Voilà, parfait. Oh, c'est génial. On va reprendre une couleur, on va prendre un bleu plus foncé comme ça. Tac, on retourne dans les calques. Le calque qui est là. Donc ici, j'ai sélectionné ça, et ici, vous voyez, forme, cercle. Cercle, ça fait un cercle. Tout bête. Avec ici, par exemple, le contour progressif, pareil, qui permet de faire des cercles avec des contours progressifs. Ici, je peux modifier, je peux faire des rectangles. Alors pareil, hein, toujours avec le contour progressif, etc. Hein. Les 4 côtés, tac. Ensuite, N côtés. Alors, il faut cliquer sur modifier pour aller modifier en fait le nombre de côtés. Ici, c'est 6 côtés par défaut. Voilà. Tac, et pareil, toujours avec les contours progressifs, on peut faire des trucs un petit peu différents. Ça peut être utile quand vous faites, encore une fois, vos textures de métaux sur un vaisseau spatial, par exemple. Vous allez avoir besoin de ce genre de forme, peut-être, pour faire des logos sympas. Bah là, vous les avez. L'étoile, tac, et pareil, dans modifier, vous pouvez sélectionner le nombre de points, etc., les torsions, etc., les angles. Comme dans les outils de Cinema 4D, dans les splines, toutes les splines que vous pouvez faire avec ces formes-là, on les retrouve ici. Hein. La roue dentée, comme dans Cinema 4D, pareil, avec toujours dans modifier la possibilité de changer le rayon central, le nombre de dents, etc. Ensuite ici, les fleurs, tac, la même forme toujours qu'il y a dans Cinema 4D dans les spins, et le profil, alors pareil, c'est comme dans Cinema 4D, la forme qu'on trouve profil, avec les différents réglages, pré-réglages ici. Alors, on trouve dans modifier, hop, avec la forme en H, L, T, U, Z, et les différents réglages avec les différents, comment, le plan, etc., l'interpolation, etc. Donc ça, c'est des formes toutes bêtes, toutes simples. Ici, ensuite, on a l'outil pipette. L'outil pipette permet de sélectionner une couleur dans la scène. Ici, vous voyez que ici, c'est la couleur foncée qui est là. Si je clique là-dedans, tac, ça me sélectionne la couleur claire. Si je sélectionne ici,
tac, ça me sélectionne la couleur foncée. Quand on a une texture et qu'on a déjà travaillé dessus et qu'on a besoin de reprendre la même couleur qu'on a utilisée précédemment sur une zone, ben, l'outil pipette c'est bien pratique. Donc je reprends cette couleur là. Ici on a ensuite la loupe. Alors la loupe à 100%, tac, remet l'image à 100%. Alors là, comme elle est 2048 par 2048, elle est très grande. À noter que dans la toute nouvelle version de Cinema, enfin, oui, la toute nouvelle version de Cinema 4D, BodyPaint permet de travailler avec des images beaucoup plus grandes. Il me semble que c'est 64K. 64 000 par 64 000, enfin 65 000 et quelques, je crois. Moi, je sais pas, j'ai jamais été vraiment au-dessus des 4048. Et 2048, c'est ce que j'utilise plus généralement. Donc, puis souvent, j'utilise d'autres logiciels pour faire les textures. J'utilise plutôt GIMP ou d'autres choses. Mais avec les nouvelles versions, donc, on peut vraiment travailler avec une très très grande texture. Donc là, zoom 1, zoom de 100%, ça remet en fait le zoom à 100%. Voilà. Et puis après, on peut dézoomer ici avec ça, comme on veut. Mais si je veux zoomer que sur la fleur, là par exemple, je peux sélectionner ici la loupe, et je fais un rectangle ici, et tac, ça zoome que sur la fleur. Ce qui est très pratique, et on peut aussi forcément, alors pas là-dessus, mais si je me trompe pas, non, c'était dans notre logiciel. Je me retrompe encore une fois. Bon, c'est pas grave. Donc ici, on peut donc zoomer sur un élément en particulier pour travailler, par exemple travailler que là-dessus, tac, que là-dessus, tac, et puis revenir après en zoom en 100%. On peut aussi utiliser cette icône-là qui est très bien. Et si vous avez une tablette graphique, en fait, vous pouvez faire des réglages de manière à pouvoir gérer simplement la tablette avec la tablette graphique. Et n'importe quel outil que je prends, si j'appuie sur le bouton de mon stylet, je peux zoomer, dézoomer comme ça assez facilement, assez rapidement. Ce qui me permet en fait de travailler très vite, comme ça, de zoomer sur le truc, de travailler, dézoomer, travailler, rezoomer, travailler, etc. Ensuite, ici, adapter à la vue, tac, ça l'adapte à la vue. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une fenêtre qui a cette dimension-là, et donc la vue se met de manière à obtenir toute la dimension. Si j'ai une vue plus grande et je fais adapter à la vue, tac, ça s'adapte en fait de manière à ce que ça soit au mieux. Et si la vue est plus petite, hop, adapter à la vue, ça va me l'adapter, tac, de manière à ce que ça rentre bien entièrement dans la vue. Donc je vais faire ça comme ça. Paf. Et enfin, ici, là, ça c'est les couleurs. Comme j'ai dit, la couleur de devant, la couleur de derrière, et ici, tac, permet de switcher de l'une à l'autre. Les deux petites flèches. Et là, le masque de sélection, on en parlera le jour où on l'utilisera. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ici on a travaillé que sur la couleur. Donc ici j'ai peinturé. Ah, on va s'arranger pour faire ça mieux. On va prendre les nuances. Alors vous voyez que je switch souvent là-dedans pour chercher. Ici j'ai les calques, ici j'ai les brosses. Tac. Ici j'ai le nuancier. On peut rajouter des éléments là-dessus assez facilement avec le couleur. Ici on peut même charger en fait des textures, etc. Mais bon, on verra ça une autre fois. Ici je vais sélectionner une couleur assez claire. On va prendre un truc comme ça, on va faire un petit hachure comme ça. Puis après on va faire une autre couleur, tac, comme ça. Puis on va faire une hachure ici. Voilà, et puis ici, alors je remplis en fait. Hein. Je remplis pour que ça soit, pour pas que ça soit tout bleu bêtement. Voilà. Voilà. Et puis une couleur plus foncée ici, pourquoi pas. Donc là, j'ai mis de la couleur partout. Et puis je suis content, donc je fais fichier, enregistrer la texture, et ça y est, ma texture est enregistrée. C'est super. Seulement, là, je travaille que sur la couleur. Dans Cinema 4D, on a la couleur, on a la transparence, on a l'alpha, on a le relief, on a tout ça. Eh bien, ici, on peut l'avoir aussi. C'est-à-dire qu'ici, j'ai couleur, pour sélectionner mes couleurs, calque, pour voir mes calques, qu'on utilise souvent, pinceau pour les brosses, nuancier pour sélectionner les couleurs prédéfinies, ce qui est très pratique. Et ici, j'ai matériaux et objets.
Objet, c'est l'objet de ma scène, de tous les objets de ma scène en fait. Ici, c'est le cube qui est sélectionné parce que c'est le cube qui est là. Voilà. J'ai sélectionné et donc il est là. Si j'avais un autre élément, j'aurais pu le sélectionner, il s'affichait ici. Comme il est sélectionné, c'est sa texture qui s'affiche là. Et ici, dans matériaux, on a ce truc-là tout étrange, tout bizarre. Ça peut faire peur un peu. Ici, la sphère ici, c'est cette sphère-là. C'est cette texture-là. La texture actuelle. Mat, c'est le nom c'est le matériau. Ici, il y a un petit C qu'on trouve là aussi, avec les couleurs qu'on a ici. Le C, ça signifie couleur. Bah oui, c'est le calque couleur, le canal couleur de ma texture. Je peux aller dans ma texture ici, double-cliquer dessus. Là, on a effectivement la couleur de sélectionner. Je vais ajouter en plus, par exemple, on va ajouter, qu'est-ce que je peux ajouter? La réflexion, j'ai pas de... On peut ajouter n'importe quoi ici. Hein. On va ajouter la transparence. Ça va pas être flagrant. Enfin, on va essayer. J'ajoute la transparence. Je retourne dans matériaux. Ici, je peux faire un clic droit. Non, c'est pas là-dedans, c'est là. Clic droit, canaux de texture, et ici, je peux ajouter transparence aussi. Ça sort de la capture. Mais ici, sur le côté, alors, je vais essayer de montrer. Ce que je vais faire, on va essayer de s'arranger pour que ce soit... je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. Voilà. Je reviens sur le truc de base. Tac, voilà. Enfin, un truc comme ça. Donc là, j'ai cette palette de matériaux. Je fais un clic droit là-dessus. Canaux de texture. J'ai couleur et ici j'ai tout ça. Et je vais cocher en plus transparence. Ça m'affiche cette fenêtre-là qui me demande en fait les réglages de ma nouvelle texture, parce que je crée une nouvelle texture qui sera pour le canal transparence. Je vais faire annuler pour le moment, parce que cette texture-là, que j'ai sauvegardée juste avant, que j'ai fait fichier enregistrer la texture, qu'on retrouve ici dans mon dossier Body Paint, ici matte couleur, voilà, elle est là, matte couleur. Cette texture-là, c'est la texture pour la couleur, c'est la texture qui est chargée dans ma texture ici, dans couleur, matte couleur. Est-ce que je peux l'ouvrir dans un autre... Non, je peux pas l'ouvrir dans une autre fenêtre, dans Body Paint. Donc là, matte couleur, vous voyez que c'est cette texture-là. Mais si je mets ici transparence et que je vais dans le canal transparence, vous voyez que ici, je peux aussi charger une texture. Et donc je peux aussi, alors on va décocher ça, je peux aussi travailler cette texture dans Body Paint. Donc je clique là-dessus, canaux de texture, et je coche transparence. Cette petite fenêtre, je vais lui dire, bah en 2048 par 2048, c'est bien, et je fais OK. Tac. Et ça m'a créé en fait une texture toute grise. Là, ça m'a ajouté une nouvelle colonne. Alors j'ai toujours ici, tac, en sélectionnant ça, la couleur, avec le C, et si je sélectionne ça, j'ai une nouvelle texture avec un T, ici il y a un T, comme transparence, c'est le canal transparence. Je vais l'enregistrer d'ailleurs, en TIFF, au même endroit, mat transparence, voilà, donc là, en fait, j'ai maintenant mat transparence qui est ajouté, et là-dessus je peux aussi peindre, donc je peux aussi prendre le pinceau, hop, et puis je peux peindre là-dessus, voilà, et alors on va essayer de... Voilà, nuancier, on va prendre du noir. Tac. Voilà. Et puis on va prendre du blanc aussi. Et on va mettre du blanc. Et ici, tac. Si je fais un petit rendu, CTRL R. Vous voyez que ici, CTRL R. Vous voyez que ici, j'ai des zones qui sont transparentes sur mon image. Les zones qui sont transparentes sont les zones en blanc. Parce que en fait, c'est comme pour l'alpha. Quand c'est blanc, c'est 100% transparent. Quand c'est noir, c'est 100% opaque. Et quand c'est gris, c'est semi-transparent. C'est pour ça que, en fait, si vous regardez bien le cube, il est un petit peu transparent. On voit les faces qui sont derrière. On voit là où j'ai mis du rouge, là où j'ai mis du vert. Alors, je suis obligé de faire CTRL R pour voir le truc. Parce que quand je passe, puis quand je passe dessus, là, oui,
c'est pas top top. Il faut savoir que dans les nouvelles versions de Cinema 4D, comme ça utilise l'OpenGL, donc le GPU, pour gérer tout ça, en fait, on ne devrait plus avoir besoin de faire un rendu pour voir le résultat. On a le résultat directement. Je pense que si je fais mes réglages ici, je devrais pouvoir avoir le rendu directement. Transparence, mais je suis pas certain. Non, je sais plus. J'utilise jamais ce truc-là, donc. Mais bon, dans les nouvelles versions de Cinema 4D, vous verrez le truc en direct. Dans ma version, bah c'est pas le cas. Bon, je fais avec. Donc en fait, quand je veux qu'un élément, une zone soit transparente, bah, il me suffit de la peindre en blanc. Quand je veux qu'une zone ne soit pas transparente, je prends du noir et je la peins en noir. Alors, on va mettre du noir partout. Tac. Donc si j'ai mis du noir partout, si je fais un rendu ici, c'est pas transparent du tout. Maintenant, je veux que certaines zones soient transparentes, donc je vais prendre du blanc. Et puis je vais mettre du transparent là où je veux. Je veux que cette zone-là soit transparente. Voilà. Donc si je fais CTRL R, j'ai une zone transparente. Mais je veux qu'elle soit pas entièrement transparente, je vais prendre plutôt du gris. Tac. Prendre du gris. Voilà, comme ça va être semi-transparent. Ça va aller plus comme ça. Encore plus gris. Voilà. Si je fais mon petit rendu, tac, c'est transparent, mais là où j'ai mis du gris, c'est semi-transparent. Donc en fait, vous voyez qu'on peut travailler la transparence comme ça. Ici, je parle de la transparence. Je retourne dans les matériaux. Je reclique là-dessus. Canal de texture, on peut rajouter la diffusion. Je fais OK. Et là, ça m'a ajouté un canal avec une colonne avec un D. Et là, je peux encore sauvegarder ma texture. Voilà. Tac. Tac. Et ça, c'est ma texture de diffusion. C'est la même chose, mais ce qu'on met dans le canal de diffusion. Ensuite, je peux aussi ici ajouter alors la luminescence, la réflexion, l'environnement, le relief. Très intéressant le relief. Surtout dans les toutes dernières versions de Cinema 4D, vu que l'aperçu se fait en direct, hein, c'est carrément mieux. Parce que on n'a pas besoin de faire de rendu pour voir le résultat. C'est quasiment comme de la sculpture. L'alpha, etc. Donc il y a juste à rajouter en fait. On valide. Et puis vous voyez qu'ici j'ai rajouté la réflexion. J'ai un petit R. Là c'est un petit R. Là c'est la couleur, la transparence, la réflexion et la diffusion. Et à chaque fois en fait, en fonction où je peins, on va avoir de la réflexion ou pas, de la diffusion ou pas, de la transparence ou pas. On va avoir des couleurs. Et donc on peut travailler la texture comme ça, de canal par canal, de manière très précise, directement dans BodyPaint, avec les outils qu'on a vus ici sur le côté. Là, je pense avoir dit tout ce que je voulais dire pour ce tutoriel. On va peut-être enregistrer cette texture-là aussi. La texture de la réflexion. Tac. Alors, la texture de la réflexion, forcément, là, j'ai rien dans ma scène autour du cube. C'est tout noir. Donc, en fait, ici, si je mets de la réflexion, ça va juste faire du noir. Ça va pas être beau. Il faudrait que je mette un HDRI. Ce que je vous conseille de faire si vous voulez tester. Vous mettez un HDRI dans votre image, donc un ciel avec une image HDRI dessus. Et puis quand vous allez peindre sur votre canal réflexion, vous allez voir en fait les zones où comme ça l'environnement va se refléter et les zones où il ne va pas se refléter. Là où la texture sera très réfléchissante et là où elle ne sera pas du tout, au contraire plutôt terne. Et tous les outils qu'on a vus ici sont valables pour tous ces canaux. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Pop pop pop. Ensuite, peut-être, ça peut peut-être vous aider. Non. Pop pop pop. Non, laissez le truc par défaut. Si ici dans les brosses, ça peut être intéressant de changer la vue, de mettre ça par exemple en grande icône ou alors en icône moyenne ou en liste, etc. Vous pouvez vraiment changer les trucs comme vous voulez. Moi j'aime bien comme ça. Les calques. Alors ici oui, il n'y a qu'un seul calque parce que ici je suis sur le petit R là, sur le canal réflexion. Donc il faut que je change de matériau, tac, pour retrouver tous mes calques.
Assez souvent, quand on n'a pas l'habitude, on clique dans la vue et puis hein, ça fait pas ce qu'on souhaite quand on débute. Hein. Souvent, bah, c'est simplement qu'on n'a pas fait attention à ce que l'on a sélectionné avant, parce qu'il y a beaucoup de choses à sélectionner. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'outil. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de changer d'outil et d'oublier de revenir sur la brosse, bêtement, parce que j'ai changé la brosse, la couleur, etc. Ailleurs, et puis j'ai pas repensé à reprendre le bon outil ici. Et donc je me dis, ah ça marche pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai oublié. Et donc il faut bien vérifier ici l'outil qu'on a sélectionné. Il faut vérifier si on est ici sur le bon canal. Alors la couleur, la réflexion, la diffusion, la transparence. Il y a une petite lettre à chaque fois pour bien vous indiquer sur quel canal vous êtes. Le calque sur lequel vous êtes, parce qu'un calque est en dessous, par exemple si je prends le calque fond ici et que je peins, ça fait rien, parce qu'en fait il y a le calque ici au-dessus. Si je retire le calque au-dessus, on voit que ça a effectivement peint, mais comme il y a un calque au-dessus qui cache tout, on voit pas le truc. Donc souvent quand ça marche pas, quand ça fait pas ce qu'on veut, c'est simplement qu'on a fait une bourde toute bête, une bourde d'inattention, on a oublié de sélectionner le truc qu'il faut. On n'est pas sur le bon calque, ou alors on n'a pas le bon outil, ou alors des fois on n'a pas la bonne brosse, des fois ça c'est peut-être à 1% ou un truc comme ça, des fois ici la brosse est pas la bonne, ça peut être un truc tout bête, donc il faut pas paniquer, faut juste se dire, c'est pas le logiciel qui déconne, c'est juste que j'ai dû oublier de faire un réglage, j'ai oublié de faire un truc, et puis voilà. Des fois c'est juste la couleur qu'on n'a pas bien sélectionnée, hein, ici la couleur ici, ou le nuancier ici. Le nuancier aussi d'ailleurs, on peut changer en fait sa vue ici, si vous préférez l'avoir comme ça, si vous préférez l'avoir comme ça, c'est pas mal aussi. En liste c'est pour aller les chercher directement dans le là où ils sont enregistrés. Les matériaux, j'ai rien d'autre à dire dessus. Ici les objets, quand vous aurez plusieurs objets, là encore faites attention à l'objet qui est sélectionné. Si vous n'avez pas le bon objet sélectionné, c'est sûr que vous n'aurez pas la bonne texture à l'écran. N'oubliez pas d'enregistrer vos textures quand vous les avez fait, parce que c'est dommage de travailler longtemps sur une texture et d'oublier de l'enregistrer. Puis quand on quitte le logiciel, on oublie de cliquer sur OK, enregistre-moi les textures, et puis des fois, paf, on perd toute une heure de boulot bêtement. Quoi d'autre à dire dessus? Tous les outils qui sont ici, je les ai déjà montrés quand j'ai montré BodyPaint, UV Edit. Donc je reviens pas dessus, c'était vraiment pour montrer ça aujourd'hui. Et la vidéo est quand même assez longue, hein. J'ai fait 1h30. Et il y a beaucoup de choses qui sont sans doute pas très intéressantes dans ce que j'ai dit. Mais bon, j'espère que ça vous sera utile quand même. La partie qui est ici en bas aussi, on verra ça à un autre moment. C'est plutôt utile pour revoir en fait le maillage dans la texture ici. Pour le dessin, on s'en sert pas vraiment. Je peux montrer rapidement. Tac. Rapidement avant de terminer la vidéo. Ici j'ai GIMP, alors j'ai plus Photoshop parce que moi je n'utilise plus Photoshop. Je suis passé à GIMP. On va réduire un petit peu ça. Tac. Voilà. Hop. Pour vous montrer, ici dans GIMP, on a les calques aussi, comme dans Photoshop, comme dans BodyPaint, donc c'est exactement pareil. Ici dans GIMP, on a aussi les brosses pour travailler. Voilà. On va faire ça, on va prendre une jolie couleur. Comme ça. Hop. On reprend du bleu. On va prendre une autre couleur, en plus dans les roses. Tac. On va baisser un peu ça. Hop. Voilà. Enfin, un truc comme ça. Et puis, ici, vous voyez que, ici, cet outil-là, bah, c'est densité plus, densité moins. C'est la même chose que cet outil-là. Vous voyez que la forme est la même. En fait, c'est un outil qu'on retrouve dans le monde de la photo, qui a cette forme-là. Donc, cet outil-là, et cet outil-là que je vous ai montré, bah, c'est le même. C'est-à-dire que ici, si je le sélectionne et puis que je fais ça, ça éclaircit. Et là, dans GIMP, il suffit d'appuyer, si je ne me trompe pas, c'est sur CTRL, pour que ça fasse l'effet inverse, pour que ça assombrisse. C'est ça. Majuscule, voilà. Pour cliquer pour assombrir. Voilà. CTRL, j'assombris. Et sans CTRL, j'éclaircis.
Ensuite, ici, le doigt, comme j'ai dit, qu'on retrouvait dans plein de logiciels. Donc, vous voyez que je peux réutiliser exactement les mêmes outils. Je l'ai dans GIMP et je l'ai ici aussi. Ensuite, l'éponge. L'éponge, normalement, c'est là, tac, il me semble. C'est bien ça. Hein. Que je ne me trompe pas. Non, ça c'est la gomme. Ça c'est le flou. Le flou, la goutte, c'est voilà. C'est le flou, c'est cette goutte-là. Donc, on peut prendre le flou ici. Et normalement, avec... et ça fait flou et netteté, voilà. Donc ici, si j'utilise ça comme ça, juste la goutte d'eau, ça fait du flou. Là, je suis en train de flouter à mort le truc qui était déjà pas mal flou, donc ça se voit pas masse. Et si j'appuie normalement sur CTRL, je me trompe pas, hein, oui c'est CTRL, ça fait du net. Ça fait l'inverse. Ça fait le triangle dans BuddyPen. Et alors la gomme, pas la gomme, l'éponge, je suis en train de chercher où elle est. Je m'en sers jamais, alors forcément. Je m'en sers jamais. Pop. Je sais qu'elle est quelque part. Il me semble bien qu'elle était quelque part. Bah, je sais plus. Le tampon, là, c'est l'outil clone qu'on retrouve ici. Donc, c'est les mêmes outils, hein, vous voyez. La gomme, elle y est. Le remplissage, le pot de peinture, le pot de peinture, il est là. Hein. Et ça, on les retrouve dans GIMP, mais on les retrouve aussi dans Photoshop. Je peux pas vous ouvrir Photoshop parce que je l'ai plus, mais vous retrouverez exactement les mêmes outils dans Photoshop. Et dans Paint.net, si je me trompe pas, ils doivent y être aussi. Ils y sont aussi dans plein de logiciels qui font de la retouche photo. Je rappelle bien de la retouche photo. Krita ne fait pas de la retouche photo. Krita n'a pas ces outils-là. Si je lance Krita, hop, je vais rouvrir ça. Si je lance Krita, j'ai lancé Krita normalement. Il est peut-être un peu loin à s'ouvrir parce que j'ai ouvert pas mal de choses. Avec une grosse texture. Ou je l'ai mal lancé. Pop, on attend un peu. Voilà, Krita qui s'ouvre. Voilà, faut que je le réduise. Hop, Krita, voilà, Krita, vous voyez que dans les outils de Krita, il n'y a pas en fait les fameux outils goutte d'eau, densité plus, densité moins, netteté, on n'a pas tout ça. On a plutôt des outils en fait de dessin et d'aide au dessin. C'est pas un logiciel de retouche photo, c'est vraiment un logiciel de peinture digitale. Même si on peut faire un peu de retouche photo avec, hein. Mais c'est plutôt pour peindre plutôt que de faire de la retouche photo. Donc là, ça termine un petit peu ce tutoriel, cette vidéo sur les outils de base de BuddyPen. J'espère que ça va vous avoir aidé à mieux l'utiliser. Ça va avoir un petit peu éclairci certaines choses sur ses fonctions. C'est un logiciel qui fait un petit peu peur aux débutants parce que on pense, il y a le dépliage, il y a deux trucs, il y a BPUV Edit là qui est je sais pas ouvert le bon truc. Pop. Si j'ai ouvert le bon truc, c'est parce que je l'ai pas là. Je l'ai fait en grand. BPUV Edit comme ça qui est tout compliqué, qui a plein de menus et des trucs, des types de projections, etc. qu'on sait pas vraiment ce que ça, à quoi ça correspond quand on débute. Et puis BuddyPen 3D comme ça, qui aide pas non plus à bien le prendre en main au début, parce qu'on voit ça, on est quand même dans un logiciel de 3D, bon il y a un truc là on peut cliquer, mais bon à quoi ça sert, tout ça, qu'est-ce que je fais? Mais que là ça fait rien parce qu'en fait je suis pas sur le bon calque, sans doute. Et ça, le débutant, il va se dire, ça fait rien, je sais pas, je suis un peu perdu. Il y a la texture ici, oui, voilà, elle est bien la texture, mais bon, à quoi ça me sert? Et si on sait pas en fait l'utiliser, si on connaît pas en fait tous ces petits réglages qu'il faut passer sur le bon calque pour pouvoir dessiner dessus, qu'on peut ici dessiner directement là ou là, qu'on peut mettre les deux vues côte à côte si c'est plus pratique, comme ça. À quoi servent en fait ces outils-là. Tout ça, si on sait pas ça, on est vraiment perdu. Et puis le débutant finit par se dire, je vais pas m'en servir, je vais faire les textures directement dans l'interface de base de Cinema 4D, et puis je vais me contenter de mettre des couleurs.
alors que en fait, ce truc-là permet de faire beaucoup plus. Il suffit juste de se lancer un petit peu, de le prendre en main, et puis ça va tout seul après. Donc voilà, ça c'était la vidéo du mois, parce que je pense que ça sera pour le mois. Sur Cinema 4D ou plutôt sur BuddyPen, je sais pas si je vais faire de la modélisation ce mois-ci. Mais sinon, on va continuer un petit peu quelques modélisations sur l'escape game, je pense. Et puis après, on commencera peut-être à texturer un petit peu, tout doucement. Peut-être des petits éléments tout simples. On fera quelques texturages avec BuddyPen pour revoir un petit peu tout ce que j'ai vu là, mais en pratique, c'est-à-dire l'utiliser pour faire une texture. On fera aussi sans doute des textures dans GIMP, parce que j'aime bien GIMP et je veux l'utiliser. Je veux faire des tutoriels dessus, mais alors ça sera sans doute sur la chaîne secondaire, les tutos GIMP, parce que c'est un logiciel open source, et les logiciels open source, je mets ça sur la chaîne secondaire. Krita, on fera des textures avec Krita, vu que ça fonctionne aussi. Ça sera plus du dessin. Et puis je montrerai peut-être d'autres choses, peut-être MyPaint, peut-être quoique je sais pas, peut-être d'autres avec Inkscape. On fera sans doute des textures avec Inkscape parce que j'aime beaucoup Inkscape, c'est du vectoriel. Et puis comme ça vous montrera qu'on peut faire des textures avec plein de logiciels différents, avec des méthodes différentes pour obtenir des résultats différents ou pas, ou très proches suivant les méthodes qu'on utilise. Je vous dis donc à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur la chaîne principale sur Cinema 4D ou BuddyPen, et sur la chaîne secondaire sur un logiciel open source.